Margaret et faisait la queue à la First National Bank, son vieux sac à main serré contre sa poitrine. À 72 ans, ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais à cause de l'arthrite qui s'était installée dans ses os après des décennies passées à nettoyer les maisons des autres. Ses cheveux argentés naturels étaient tirés en arrière en un chignon soigné, et, malgré les trous dans ses chaussures dissimulées, sous sa jupe longue jusqu'aux chevilles, elle gardait la tête haute. Elle avait économisé pendant 6 mois, si longs mois à enchaîner les petits boulots de ménage, à sauter des repas et à marcher 5 kilomètres au lieu de prendre le bus. Tout cela pour réunir suffisamment d'argent afin de payer enfin les impôts fonciers impayés sur la petite maison que son défunt mari lui avait léguée. La seule chose qui lui restait de leurs 47 années passées ensemble. Ce mardi matin-là, la banque était animée, remplie de gens en costume coûteux menant des affaires que Margaret ne pouvait même pas commencer à comprendre. Elle se sentait déplacée, mais elle avait parfaitement le droit d'être là. Son argent était de l'argent honnête, gagné à la sueur de son front, et à force de détermination. Quand son numéro a enfin été appelé, Margaret s'est approchée du guichet avec son enveloppe contenant des billets soigneusement comptés. Elle n'avait aucune idée que l'homme en costume anthracite sur mesure, debout 3 personnes derrière elle, l'observait depuis son entrée, et elle était loin de se douter que ce qui allait se produire allait tout changer. Aimez cette vidéo-ci. Vous pensez que le respect n'a pas d'âge. Abonnez-vous pour voir comment cela se déroule. Margaret déposa son enveloppe sur le comptoir devant le jeune guichetier, dont le badge indiquait Brandon Mitchell, gestionnaire de compte. Il avait peut-être une trentaine d'années, les cheveux plaqués en arrière et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, dit chaleureusement Margaret, sa voix conservant ce doux accent du Sud qu'elle n'avait jamais perdu malgré 40 ans passés à Chicago. Je voudrais effectuer un dépôt sur mon compte, s'il vous plaît. Brandon prit l'enveloppe entre ses doigts, comme si elle pouvait être contaminée, et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Son expression s'est immédiatement durcie. Du liquide. Prononça-t-il le mot comme s'il était déplaisant. Avez-vous la moindre idée de la quantité de paperasse que nécessitent les dépôts d'espèces? Margaret sentit ses joues s'échauffer. Je suis désolée, je ne savais pas, mais j'ai compté 3 fois. Tout y est. J'en suis sûr, l'interrompit Brandon, parlant lentement et fort comme si elle était malentendante. Mais nous avons des procédures pour les dépôts inhabituels. Inhabituels? La voix de Margaret baissa. Elle sentait les regarder. Autres clients se tournaient vers eux. Brandon soupira théâtralement et commença à compter les billets, les étalant sur le comptoir. Des billets de 1, 5, 10. Fruit des efforts et des sacrifices de Margaret. Il manipulait chaque billet avec une dédain indigne de lui. Madame. Dit-il en lisant les informations de son compte. Sur son écran. Je vois ici. Votre. Voyons voir. Une employée de maison. La façon dont il le dit donnait l'impression que le métier de Margaret était hanté. Elle redressa les épaules. Je suis femme de ménage. Oui, je fais le ménage. Depuis 50 ans. Les lèvres de Brandon esquissèrent un sourire forcé. Et où avez-vous trouvé autant d'argent liquide? Notre banque a des politiques concernant les dépôts suspects, le blanchiment d'argent et la fraude. Pardon. La voix de Margaret tremblait maintenant, mais d'indignation plutôt que de peur. J'ai gagné chaque centime de cet argent. Je suis ici pour payer mes impôts fonciers. Brandon se laissa aller en arrière sur sa chaise, visiblement ravi. Madame. S'il vous plaît, ne haussez pas la voix. Je fais simplement mon travail. Quelqu'un dans votre situation. L'arrivée soudaine d'une telle somme d'argent soulève des questions. Quelqu'un dans ma situation. Margaret. Répéta, le cœur battant la chamade. Elle sentait les larmes la menacer, une sensation brûlante et humiliante. Que voulez-vous dire exactement par là? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, dit Brandon, baissant la voix pour adopter un ton qu'il pensait probablement confidentiel, mais qui parvint aux oreilles des personnes faisant là que derrière elle.
Soyons réalistes. Vous présentez ici avec des billets froissés, sans rendez-vous, sans documents en règle. J'ai ma carte bancaire, dit Margaret d'une voix à peine audible. J'ai un compte ici depuis 30 ans, avec un solde qui dépasse rarement 2 cents. Brandon comptait en cliquant sur son ordinateur, et maintenant soudain, il a compté rapidement, les lèvres bougeant, 3200 $. En espèces. Vous comprenez pourquoi cela paraît suspect. Margaret sentit le sol se dérober sous elle. Autour d'elle, les gens chuchotaient. Une femme vêtue de perles s'écarta délibérément de la file d'attente. Un homme en costume secoua la tête, avec un dédain manifeste. Je ne peux pas traiter ce dépôt, annonça Brandon, lui repoussant l'argent. Non sans enquêter sur la provenance de ces fonds. Compte tenu de votre âge et de votre situation, il est possible que quelqu'un profite de vous. Ou peut-être êtes-vous impliqué dans quelque chose que vous ne comprenez pas pleinement. Je comprends parfaitement, dit Margaret. Mais sa voix se brisa. Je comprends que vous me traitiez comme un criminel. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de scandale. Brandon l'a interrompu. Je vais devoir vous demander de partir. Vous pourrez revenir lorsque vous aurez les documents nécessaires pour ces faux reçus, bulletin de salaire, tout document prouvant la légitimité de cet argent. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle prit l'argent. 50 ans de dur labeur, des intégrité, de bonnes actions, et voilà où nous en sommes. Être humilié devant une salle pleine des inconnus, traité comme un voleur ou un imbécile. Elle se retourna pour partir, les larmes coulant enfin sur ses joues, l'argent qu'elle avait soigneusement économisé serré dans ses mains tremblantes. C'est alors que la voix a fendu. Le murmure de la banque comme une lame. Dans la soie, froide, maîtrisée et absolument mortelle. Ai-je bien compris? Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous dans cette situation? Ne manquez pas la suite. La voix appartenait à elle. Homme au costume gris anthracite. Tandis qu'il s'avançait, Margaret remarqua des détails qu'elle avait été trop distraite pour voir auparavant. Il avait une trentaine d'années, des cheveux noirs coiffés en arrière, un visage qui semblait sculpté dans le marbre, des pommettes saillantes, une mâchoire carrée et des yeux d'un bleu si intense qu'il semblait transpercer les gens. Son costume coûtait probablement plus cher que ce que Margaret gagnait en 6 mois, et il avançait avec une assurance que seul celui qui n'a jamais essuyé de refus pouvait avoir. William Castellano n'avait pas prévu d'intervenir. Il était venu à la banque pour rencontrer le directeur d'agence au sujet de certains arrangements financiers qui exigeaient de la discrétion. Mais dès l'instant où il avait vu la vieille dame se faire congédier par le guichetier arrogant, quelque chose en lui avait changé. Peut-être était-ce parce qu'elle lui rappelait sa propre grand-mère, qui avait cumulé 3 emplois pour le nourrir après la mort de ses parents. Ou peut-être était-ce simplement que William Castano avait bâti son empire sur certains principes, et que le respect de ceux qui travaillaient dur était primordial. Parmi eux, Brandon leva les yeux vers William, et son visage devint immédiatement blanc. Monsieur Castellano, je ne vous avais pas vu. J'étais juste. Tu étais juste quoi? La voix de William était douce, mais sous la soie se cachait une force d'acier. Il se plaça entre Margaret et le caissier. Humilier une femme de 70 ans pour avoir eu l'audace de déposer son propre argent dans votre banque. Monsieur, c'est la politique de la banque. Brandon bégaya. Politique bancaire? William se pencha légèrement en avant, et Brandon tressaillit. Dites-moi, la politique de votre banque consiste-t-elle à accuser publiquement des clients âgés des activités criminelles? Est-ce que cela implique de traiter des personnes qui travaillent dur comme des criminels simplement parce qu'elles ne correspondent pas à vos critères d'apparence? Margaret resta figée, ne sachant pas ce qui se passait. L'homme qui la défendait dégageait une force qu'elle n'avait jamais rencontrée, une force qui plongea toute la banque dans un silence de plomb. Même les autres clients regardaient maintenant, mais avec crainte plutôt qu'avec jugement. Monsieur Castellano, comprenez bien, Brandon a réessayé. Oh,
Je comprends parfaitement. William l'interrompit. Je crois savoir que cette femme est une cliente fidèle de cette banque depuis 30 ans. Je comprends qu'elle soit venue ici pour faire des affaires honnêtes avec de l'argent honnêtement gagné. Et je comprends que vous l'ayez traitée avec mépris parce que vous avez décidé qu'elle ne méritait pas votre respect. William se tourna vers Margaret, et son expression s'adoucit d'une manière qui le rendit presque humain. « Maman, ça va ?» Margaret hocha la tête, incapable de trouver les mots. De près, elle pouvait voir le tatouage qui dépassait de son col, une sorte de symbole qu'elle ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de dangereux chez lui. Quelque chose qui faisait naître en elle la peur. Mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur elle, ne reflétaient que de elle. Inquiétude et, étonnamment, de la colère à son égard. « Quel est votre nom ?» demanda doucement William. Margaret est, parvint-elle à dire, et je voulais juste déposer mon argent. J'ai tout gagné légalement. Je jure. J'ai mes bulletins de salaire et mes reçus à la maison. Je vous crois, dit simplement William. Puis, il se tourna vers Brandon et son visage se durcit à nouveau. Traitez le dépôt de madame est maintenant. Monsieur Castellano, je ne pense pas que je vous demande de réfléchir, elle interrompit William. Je vous dis de faire votre travail, de traiter le dépôt, de vous excuser auprès d'eux. Madame est, et ensuite nous parlerons à votre supérieur du service client. Les mains de Brandon tremblaient tandis qu'il attrapait l'argent que Margaret serrait contre elle. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. William resta au comptoir pendant que Brandon traitait le dépôt, sa présence garantissant qu'il n'y aurait pas d'autre problème avec la transaction. Margaret se tenait à côté de lui, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Merci, murmura-t-elle. Vous n'auriez pas dû faire ça. Si, je devais, répondit William, les yeux rivés sur Brandon, qui s'en mêlait les pinceaux lors du dépôt. Personne ne devrait être traité ainsi, surtout pas quelqu'un qui a manifestement travaillé dur toute sa vie. Vous ne me connaissez même pas, dit Margaret. William finit par là. Regardez. Elle, et son expression était indéchiffrable. J'en sais assez. Une fois le dépôt effectué, après les excuses balbutiées de Brandon qui ne satisfaisèrent personne, William se tourna vers Margaret. Puis-je vous raccompagner, madame est? Margaret hésita. Tout son bon sens lui disait que cet homme était dangereux. La façon dont les employés de la banque le regardaient. La façon dont même l'agent de sécurité s'écarta à son passage. Ce n'était pas un homme d'affaires ordinaire, mais il l'avait défendu, quand personne d'autre ne l'avait fait. Oui, dit-elle doucement. Merci. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, le directeur de l'agence sortit précipitamment de son bureau, le visage blême de panique. Monsieur Castellano, je n'avais aucune idée que vous étiez ici. Si vous aviez simplement appelé à l'avance, nous aurions discuté, dit froidement William, de la formation de votre personnel afin qu'il traite chaque client avec dignité, en particulier ceux qui sont fidèles à cet établissement depuis des décennies. Dehors, le soleil du matin était éclatant, et Margaret devait plisser les yeux pour s'en protéger. Elle, argent de sa taxe foncière, a été déposé en toute sécurité. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au contraire, elle se sentait bouleversée, confuse et étrangement protégée par cet inconnu qui était intervenu. Puis-je vous raccompagner chez vous? William a demandé. Margaret regarda. Le SUV noir qui attendait au bord du trottoir, ses vitres teintées. Un homme en costume se tenait à côté, manifestement un agent de sécurité. Tout cela criait au danger. J'habite assez loin, dit-elle avec hésitation. À Englewood. Ça ne me dérange pas, dit William. Quelque chose dans son regard lui fit croire en lui, contre toute logique. Margaret se surprit à hocher la tête. Très bien. Merci, monsieur Castellano. William, corrigea-t-il doucement. Appelez-moi William, s'il vous plaît. Tandis qu'il traversait les rues de Chicago,
Margaret ne pouvait se défaire d'eux. L'impression que sa vie venait de prendre. Un tournant qu'elle ne comprenait pas, et elle ignorait. Que William Castellano pensait exactement la même chose. Abonnez-vous maintenant. N'imaginez pas ce qui se passe quand elle découvre qui il est vraiment. Le SUV était plus luxueux que toutes les voitures dans lesquelles Margaret était jamais montée. Siège en cuir, vitres teintées et une sorte de calme qui respirait elle. Argent et le pouvoir. William était assis à côté d'elle. Elle sur la banquette arrière, son service de sécurité. Conduisant en silence. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, répéta Margaret en tripotant son sac à main. J'aurais pu prendre le bus. 5 kilomètres par cette chaleur. William la regarda. Je ne crois pas. Margaret resta silencieuse un instant. Puis sa curiosité naturelle l'emporta. Monsieur William, si vous permettez. Pourquoi cette caissière avait-elle l'air si effrayée? La mâchoire de William se crispa presque imperceptiblement. J'ai des intérêts commerciaux qui me confèrent une certaine influence. Des cercles. Quel genre d'affaires? Import-export, répondit William d'un ton suave. Immobilier. Investissement divers. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il possédait effectivement des restaurants, des entreprises de construction et des immeubles commerciaux dans tout Chicago. Il se trouvait simplement qu'il contrôlait aussi la majeure partie des opérations du crime organisé dans le Midwest. Mais quelque chose chez Margaret. Elle lui donnait envie d'être, sinon honnête, du moins pas complètement malhonnête. Vous devez avoir beaucoup de succès, remarqua Margaret. J'ai eu de la chance. Non, dit Margaret avec une fermeté surprenante. De succès? Il y a une différence. La chance, c'est ce qui vous arrive. Le succès, c'est ce que vous provoquez. William se surprit à sourire malgré lui. C'est une distinction très judicieuse. J'ai eu 72 ans pour trouver la solution, dit Margaret, puis, hésitante. Puis-je vous poser une autre question? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous aidé, au juste? Vous ne me connaissez pas. Je ne suis personne d'important. William se tourna pour la regarder droit dans les yeux, et Margaret fut frappée par l'intensité de son regard bleu. Tu te trompes. Tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes une femme qui a travaillé assez dur pour économiser $3000 sur le salaire d'une femme de ménage. Cela demande de la discipline et du caractère que la plupart des gens que je connais ne possèdent pas. Margaret sentit à nouveau les larmes la menacer, mais cette fois, elles étaient différentes. C'est gentil de votre part. C'est la vérité, répondit William. J'ai été élevé par ma grand-mère. Elle cumulait 3 emplois, faisait le ménage, lavait le linge, bref, elle faisait tout ce qu'il fallait pour que nous ayons de quoi manger. Quand j'ai vu ce caissier vous traiter ainsi, les poings serrés, cela m'a rappelé toutes les fois où quelqu'un l'avait méprisée, parce qu'elle travaillait de ses mains. Que lui est-il arrivé? Margaret demanda doucement. Elle est morte quand j'avais 19 ans, dit William d'une voix monocorde. Crise cardiaque alors qu'elle nettoyait le sol de la cuisine de quelqu'un. Elle avait 64 ans. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, dit William. Tous les jours. Ils restèrent assis en silence un instant, tandis que les rues de Chicago défilaient à l'extérieur. William a alors demandé. Et vous? À quoi vous serviront ces $3000, si vous permettez que je vous le demande? Les taxes foncières, expliqua Margaret. Ma maison. Mon mari me l'a léguée à son décès il y a 7 ans. C'est tout ce qui me reste de lui. Si je ne paie pas les impôts fonciers d'ici la semaine prochaine, la ville la mettra aux enchères. Alors, j'économise, je prends des petits boulots, je fais tout ce que je peux. Tu ne devrais pas avoir à travailler autant à ton âge, dit William, et il y avait une véritable colère dans sa voix. Margaret rit, mais sans grand humour. Devrait ne paie pas les factures, William. Je fais ce que j'ai à faire. Comme ma grand-mère, murmura William. Le SUV s'arrêta devant une petite maison à Englewood. Elle était modeste, mais bien entretenue, avec
Des fleurs dans les jardinières et un porche fraîchement balayé. Cette maison représentait tout ce pour quoi Margaret avait travaillé. Stabilité, indépendance, un endroit qui lui appartenait. C'est moi, dit Margaret. Elle tendit la main vers la poignée de la porte, puis s'arrêta. William, je ne sais pas comment te remercier. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, aucun remerciement n'est nécessaire. L'interrompit doucement William. Mais madame Margaret, puis-je vous poser une question? Bien. Sire. Puis-je vous aider? J'ai des contacts. Je pourrais vous obtenir un meilleur salaire, des quartiers plus sûrs. Non, répondit Margaret fermement, surprenant elle-même. J'apprécie vraiment votre offre, mais j'ai réussi jusqu'ici par mes propres moyens. Je ne vais pas commencer à accepter la charité maintenant. Même pas de quelqu'un d'aussi gentil que vous. William elle observa un instant, puis hocha la tête, avec ce qui semblait être du respect. Je comprends, mais pourriez-vous au moins prendre mon numéro au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit? Pas de charité, juste quelqu'un qui vous doit quelque chose. Vous ne me devez rien, protesta Margaret. Vous m'avez rappelé pourquoi je fais ce que je fais, dit William d'un ton énigmatique. Cela vaut plus que vous ne le pensez. Margaret prit la carte qu'il lui tendait. Elle était simple, élégante, avec juste un nom et un numéro de téléphone. Pas d'entreprise, pas de titre. Alors qu'elle sortait du SUV, William l'interpella. Margaret, cette guichetière, cherchera un nouvel emploi d'ici cet après-midi. Et le directeur de l'agence fera un don important à une association pour les aides-soignants. Margaret se retourna. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Vous pouvez faire ça. Le sourire de William était froid. Je peux faire beaucoup de choses, Margaret. Certaines sont même légales. La plaisanterie tomba à plat lorsque Margaret comprit soudain. Cet homme qui l'avait défendu, qui l'avait traité avec tant de respect, qui lui rappelait les bonnes personnes qu'elle avait connues dans sa vie. Il était aussi dangereux, très dangereux. Qui êtes-vous vraiment, William? Demanda-t-elle, doucement. Quelqu'un qui croit au respect, répondit William, et quelqu'un qui n'oublie ni la bonté ni la cruauté. Tandis que le SUV s'éloignait, Margaret resta sur le perron, la carte de William serrée dans sa main. Elle devrait la jeter. Elle devrait oublier que tout cela s'était produit. Mais quelque chose lui disait que William Castellano venait d'entrer dans sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. À l'intérieur du SUV, William regardait par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Il avait bâti son empire sur la peur, le respect et le pouvoir. Il avait éliminé des ennemis, conclu des accords qui auraient glacé le sang de la plupart des gens, et pris des décisions qui déterminaient la vie ou la mort. Mais aider Margaret et lui avait fait ressentir quelque chose. Il ne s'était rien senti de tel depuis des années. Humain. Son téléphone vibra. C'était Marco, son second patron. La situation avec Giordano s'aggrave. On a besoin de toi. William répondit sur son clavier. Gère ça. J'arrive dans une heure. Il avait un empire à gérer, des ennemis à neutraliser et une réputation à préserver. Mais tandis que le SUV s'insérait dans la circulation, William ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme de 72 ans qui avait travaillé 50 ans pour économiser $3000 et qui, malgré tout, gardait la tête haute. Comme si, pour savoir la suite, l'histoire ne faisait que commencer. Margaret n'appela pas William. 3 semaines passèrent et sa carte resta dans son sac, souvenir d'une matinée surréaliste qui, jour après jour, ressemblait de plus en plus à un rêve. Elle reprit sa routine, faire le ménage, prendre le bus, compter ses sous. Seule différence. Lorsqu'elle passait devant la grande banque nationale, elle traversait la rue pour l'éviter. Elle avait ouvert un compte dans une petite banque de quartier où les employés la traitaient comme une personne normale. Mais la vie en avait décidé autrement. Un jeudi après-midi, Margaret faisait le ménage chez les Whitmore.
une immense maison à Lincoln Park qui lui permettait de faire ses courses pendant un mois. Madame Whitmore organisait une sorte d'événement caritatif, et Margaret, elle avait été engagée pour aider aux préparatifs. Elle était dans la cuisine, en train de disposer des œufs sur des plateaux d'argent, lorsqu'elle entendit la sonnette. La voix enthousiaste de Madame Whitmore résonna depuis le vestibule. « Monsieur Castellano, c'est formidable que vous ayez pu venir. Votre don à la fondation de l'hôpital pour enfants est d'une générosité incroyable. » Margaret se figea. Ce ne pouvait pas être le même Castellano. C'était un nom italien courant. Assurément. Margaret. Elle se retourna lentement, un plateau de chapiteaux à la main, et découvrit William Castellano sur le seuil de la cuisine. Il portait un costume noir aujourd'hui, incarnant à la perfection le puissant homme d'affaires. Mais son expression, surprise, presque ravie, était tout à fait sincère. « Ah William » souffla-t-elle, « que faites-vous ici ?»« Je pourrais vous poser la même question » répondit-il en entrant dans la cuisine. Derrière lui, Madame Whitmore rôdait, visiblement perplexe. « Je travaille ici » dit simplement Margaret. « J'aide à l'organisation de l'événement. »« Vous vous connaissez ?» demanda Madame Whitmore, la voix pétillante de curiosité et autre chose. Un calcul, peut-être. C'était une femme qui collectionnait les relations comme d'autres collectionnent des œuvres d'art. Nous nous sommes rencontrés, dit William d'un ton suave, sans quitter Margaret des yeux. Madame Emma, récemment aidée sur un dossier. J'espérais pouvoir lui rendre l'appareil. C'était une interprétation généreuse de leur rencontre, pensa Margaret. Avant qu'elle puisse répondre, Madame Whitmore frappa dans ses mains. C'est merveilleux. Margaret, ma chère, pourquoi ne fais-tu pas une pause? Je suis sûr que M. Castellano apprécierait votre compagnie pendant que je m'occupe des autres invités. Ce n'était pas vraiment une suggestion. Madame Whitmore les poussa pratiquement vers le patio arrière, visiblement ravie d'avoir facilité un lien mystérieux entre sa gouvernante et l'un des philanthropes les plus influents et généreux de Chicago. Seule sur la terrasse, avec le bruit de la fête comme un murmure lointain, Margaret prit enfin la parole. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je travaille. Je ne fais rien des autres, dit William, à part parler à quelqu'un que je suis vraiment heureux de voir. Il fit une pause. Vous n'avez pas appelé? Non, admit Margaret. Je ne pensais pas que ce serait approprié. Pourquoi pas? Margaret l'observa. À la lumière de l'après-midi, elle pouvait distinguer la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses yeux reflétaient des ombres, qui témoignaient de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait fait. Parce que je ne suis pas stupide. William, je sais ce que tu es. Et moi, que suis-je? Sa voix était soigneusement neutre. Dangereux, dit Margaret à voix basse. Important. Quelqu'un qui vit dans un monde que je ne comprends pas et dont je ne veux pas faire partie. Tu n'as pas tort, reconnut William. Mais cela change-t-il le fait que je vous respecte, que j'apprécie ce que vous représentez? Que représente-je pour vous? Margaret a demandé, sincèrement curieuse. William resta silencieux un instant, appuyé contre la rambarde du patio. La dignité, finit-il par dire, l'honnêteté. Cette force qui naît du choix de travailler dur et de vivre honnêtement, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Tu pourrais avoir tout ça aussi, fit remarquer Margaret, si tu choisissais un autre travail. C'est trop tard pour moi, dit William. Et il y avait quelque chose dans sa voix, peut-être du regret, ou de la résignation. J'ai fait mes choix il y a longtemps, mais cela ne signifie pas que je ne reconnais pas la vraie valeur quand je la vois. Avant que Margaret ne puisse répondre, une agitation éclata à l'intérieur de la maison. Des cris, le bruit de verre brisé, une femme qui hurlait. L'attitude de William changea du tout au tout en un instant. Elle, homme philosophe à ses côtés disparut, remplacé par un homme froid et implacable. Il sortit son téléphone,
appuya sur un bouton. Marco, situation chez les Whitmore. Viens ici immédiatement. Puis il se tourna. Vers Margaret, le regard intense. Reste ici. N'entre pas. Que se passe-t-il? Reste ici, répéta William d'une voix plus ferme. Puis il entra dans la maison d'un pas rapide et déterminé. Le cœur de Margaret. Elle était assaillie de coups. Tous ses instincts lui criaient de fuir, de se cacher, de se protéger. Mais Madame Whitmore était là, ainsi que des autres personnes, et malgré tout, Margaret ne pouvait pas les abandonner. Elle suivit William à elle. Intérieur. La scène dans la grande salle était chaotique. 4 hommes masqués avaient fait irruption par la porte d'entrée. Ils étaient armés. Margaret n'avait jamais vu de vraies armes à feu en dehors de la télévision. Madame Whitmore était plaquée contre le mur, ses invités recroquevillés. Les hommes exigeaient des bijoux, de l'argent, tout objet de valeur, et William se tenait au milieu de tout cela, d'un calme olympien. Vous avez 5 secondes pour partir, dit-il d'une voix implacable. L'un des hommes masqués rit nerveusement. Qui diablette? Oh! C'est moi qui vais vous faire vivre le pire jour de votre vie, répondit William. 4 secondes. Il bluffe, a déclaré un autre homme armé. Il n'est même pas armé. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 6 hommes en costume sombre firent irruption. L'équipe de sécurité de Williams. Ils se déplaçaient avec une précision militaire. Armes dégainées mais pas encore tirées. Les apprentis voleurs se sont retrouvés encerclés en quelques secondes. Déposez vos armes. Un Guillaume ordonna. Face contre terre. Elle. Autorité qui émanait de sa voix ne laissait désormais place à aucune contestation. Le tireur obtempéra, et sa bravade s'évapora. Margaret les observait. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, la main pressée contre sa bouche. C'était le monde de William Castellano. La violence à peine contenue. Un pouvoir exercé sans hésitation. Des décisions de vie ou de mort. Prises en quelques secondes. Après l'arrivée de la police et l'arrestation des hommes armés, Madame Whitmore s'est jetée dans les bras de William, sanglotant de soulagement. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez tous sauvés. Comment pourrais-je jamais vous rembourser? Aucun remboursement n'est nécessaire, dit William en se dégageant doucement de son emprise. Son regard se posa sur Margaret, de l'autre côté de la pièce. Je suis simplement heureux que tout le monde soit sain et sauf. Mais Margaret a vu la vérité dans ses yeux. Il était terrifié, non pas pour lui-même, mais pour elle. Il l'avait vu le suivre à l'intérieur. Malgré ses ordres, et pendant un instant, sa façade soigneusement contrôlée s'était fissurée. Plus tard, une fois que la police eut terminé son interrogatoire et que les invités eurent été renvoyés chez eux, William trouva Margaret dans la cuisine. Elle ramassait des morceaux de verre, les mains tremblantes. « Tu n'as pas écouté ?» dit-il doucement. Non, Margaret était d'accord. Je ne suis pas doué pour suivre les ordres. C'est un défaut de personnalité. William faillit esquisser un sourire. Son expression devint alors sérieuse. Margaret. Ces hommes. Ce n'étaient pas des voleurs choisis au hasard. Il s'agissait d'un attentat. Ciblé. Contre vous? Contre toute personne associée à moi? William a confirmé. Mes ennemis savaient que je serais là. Ils voulaient faire passer un message. Margaret posa la pelle à poussière et se tourna vers lui. Et vous me dites cela parce que vous avez besoin de comprendre ce que signifie être connecté à moi, a déclaré William avec intensité. Cela signifie danger. Cela signifie un risque. Cela signifie que votre vie pourrait être en danger simplement parce que quelqu'un vous a vu me parler. Alors pourquoi m'avez-vous abordé à la banque? Margaret a demandé. Parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, a admis William. Parce que te voir traité de cette façon m'a mis en colère comme je ne l'avais pas été depuis des années. Parce qu'il s'était empêché de passer la main dans ses cheveux. Je ne sais pas, Margaret. Je ne sais pas ce que je fais. Margaret observa cet homme puissant et dangereux qui, soudain, parut presque vulnérable.
Tu essaies d'être sage, dit-elle. Doucement. Dans un monde qui ne vous le permet pas. Quelque chose comme ça, murmura William. Tu devrais y aller, dit Margaret. Ton monde. Et le mien, ils ne se mélangent pas. La journée d'aujourd'hui l'a prouvé. Tu as raison, acquiesça William. Mais, il ne bougea pas. Mais Margaret, si. Jamais tu as besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, tu m'appelles. Promets-le-moi. Je ne peux pas le promettre, ah, dit Margaret. Parce que t'appeler, c'est inviter ton monde dans le mien. Et, j'ai travaillé trop dur pendant trop longtemps pour que tout soit détruit par la violence. Je ne comprends pas. Ces mots ont blessé William plus que ce à quoi il s'attendait. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Prends soin de toi. Margaret est. Vous aussi, William. Castellano. Au moment où William partit, Margaret sentit une oppression thoracique l'envahir. Elle avait fait ce qu'il fallait, ce qui était sûr et ce qu'il fallait faire intelligemment. Alors pourquoi cela semblait-il si faux? Partagez cette vidéo si vous croyez aux liens improbables. Le rebondissement final arrive. 2 semaines plus tard, le monde de Margaret s'est effondré. Elle rentrait chez elle après un travail de nettoyage tardif quand c'est arrivé. 3 hommes l'ont attrapée juste devant chez elle et l'ont forcée à monter dans une camionnette avant même qu'elle puisse crier. Elle s'est réveillée dans un entrepôt, attachée à une chaise, la tête lui faisant atrocement mal. Enfin réveillée, dit une voix. Un homme entra dans la pièce. Éclairé, un homme d'âge mûr en costume coûteux, le regard froid. Madame est, ou plutôt le nouveau projet fétiche de William Castellano. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Margaret d'une voix tremblante. Arrête de faire elle. Idiot, a rétorqué l'homme. Nous savons que Castellano s'intéresse à vous. Vous avez été vu en sa compagnie à 2 reprises. C'est ce qui vous rend précieux. Je ne suis personne, protesta Margaret. Je ne suis qu'une femme de ménage. Votre levier, interrompit l'homme. Et Castellano va payer très cher pour vous récupérer ou vous voir mourir. Dans tous les cas, il apprendra que s'en prendre à Victor Gordano a des conséquences. Le sang de Margaret se glaça. Elle avait eu raison de prendre ses distances avec William. Elle savait que son monde était dangereux, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il finirait par là. Rattrapée. Pendant des heures, elle resta assise sur cette chaise, terrifiée et transie de froid. Ses ravisseurs ont réalisé des vidéos de menaces, destinées à William. Ils l'ont frappée, pas assez fort, pour la blesser gravement, mais suffisamment pour faire passer le message. Margaret avait déjà connu des épreuves, mais jamais une terreur pareille. Elle repensa à son défunt mari, à la vie qu'ils avaient construite ensemble, à la maison pour laquelle elle s'était embattue, à elle, existence simple et honnête qu'elle avait menée pendant 72 ans. Et elle repensa à William, cet homme dangereux et complexe qui lui avait témoigné du respect, quand personne d'autre ne l'avait fait. Puis elle l'a entendu, des coups de feu, des cris. L'entrepôt a sombré dans le chaos. La porte s'ouvrit brusquement et William fit irruption tel un ange vengeur. Son visage était un masque de fureur comme Margaret n'en avait jamais vu. Derrière lui, ces hommes se sont déplacés avec une efficacité redoutable, maîtrisant les gardes de Giordano. Éloigne-toi d'elle. La voix de William était un rugissement qui faisait même tressaillir les criminels les plus endurcis. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé trop vite pour que Margaret puisse pleinement le comprendre. Guillaume traversa les hommes de Gordano comme une force de la nature. Il y avait de la violence, une violence contrôlée, délibérée, qui témoignait d'années d'entraînement et d'une cruauté absolue. Puis il était là, coupant les liens de Margaret, la soulevant délicatement dans ses bras. « Je te tiens, » murmura-t-il. « Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. » Margaret était incapable de parler. Elle enfouit son visage contre sa poitrine et laissa couler ses larmes. Plus tard, à l'arrière du SUV, enveloppé dans la veste de William, Margaret retrouva enfin sa voix. « Comment m'as-tu retrouvé? »« J'ai fait surveiller ta maison depuis la fête. » admit William.
Je savais que Jordana tenterait quelque chose. Je ne savais juste pas quand. Sa mâchoire se crispa. J'aurais dû mieux te protéger. Ce n'est pas ta faute, dit Margaret. Si, c'est la mienne, rétorqua William. Je t'ai mise en danger dès l'instant où je me suis immiscé dans ta vie. J'aurais dû rester loin. Mais tu ne l'as pas fait, fit remarquer Margaret. Non, acquiesça doucement William. Je ne l'ai pas fait. Ils restèrent silencieux. Un instant. Puis Margaret demanda. Qu'est-ce qui va arriver à ces hommes à Gordano maintenant? Tu ne veux pas savoir, dit William. Tu as raison, reconnut Margaret. Je ne veux pas. Elle le regarda. William, je ne peux plus vivre dans la peur que quelqu'un se serve de moi pour te faire du mal. Je sais. C'est pourquoi je te laisse le choix, dit William. Quel genre de choix? William se tourna complètement vers elle. Je peux t'installer dans un endroit sûr. Une nouvelle identité, une nouvelle ville, assez d'argent pour que tu n'aies plus jamais besoin de travailler. Tu seras complètement coupé de moi, de mon monde. Tu seras en sécurité. Et l'autre option? Demanda Margaret. Bien. Qu'elle le sache déjà. Tu restes, répondit simplement William. Sous ma protection, dans mon monde. Cela signifie garde du corps, voiture blindée, et vivre dans l'une de mes propriétés sécurisées. Cela signifie accepter que le danger sera toujours proche, mais moi aussi. Margaret resta silencieuse un long moment. Le choix était impossible. La sécurité et l'anonymat ou le danger. Et quoi? Une étrange amitié avec un chef mafieux. L'attention d'un homme qui vivait dans l'ombre mais qui la regardait comme si elle était lumière. Je ne fuirai pas, finit par dire Margaret. Je vis à Chicago depuis 40 ans. J'y ai enterré mon mari. J'ai des amis, une communauté, une vie. Je ne laisserai pas la peur me les voler. Margaret, poursuivit-elle fermement, je ne me mentirai pas non plus sur qui vous êtes ni sur le sens de votre vie. Si je reste, si j'accepte votre protection, j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Fini les belles paroles sur l'import-export. William l'observa longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien, la vérité. Je contrôle la plupart des opérations du crime organisé dans le Midwest. Drogue, jeu d'argent, arnaque du bâtiment, corruption politique. S'il y a de l'argent à gagner, et que c'est illégal, j'y suis impliqué. J'ai tué des gens, j'ai donné des ordres, des exécutions, des décisions qui me vaudraient la prison à vie si quelqu'un pouvait les prouver. Il marqua une pause, observant son visage, guettant un jugement. Je ne suis pas un homme bien, Margaret. J'essaie d'avoir l'honneur de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes, de suivre certains codes, mais je reste un criminel très dangereux. Essayez-vous de me faire peur? Demanda Margaret. Oui, admit William. Parce que vous méritez mieux que ça. Mieux que moi. Margaret tendit la main et prit la sienne, les surprenant tous deux. Peut-être bien, concéda-t-elle. Mais parfois, on n'obtient pas ce qu'on mérite. On obtient ce qu'on choisit. Et je choisis de croire qu'un homme qui a défendu une vieille dame dans une banque, qui respecte la dignité du travail, qui était terrifié à l'idée que je sois blessé. Cet homme mérite qu'on y croit. La voix de William était rauque. Vous faites une erreur. Peut-être, dit Margaret, mais c'est à moi de la faire. J'ai passé 72 ans à jouer la sécurité. Il est peut-être temps que je fasse quelque chose d'imprudent. Pour la première fois, depuis que Margaret l'avait rencontré, William Castellano esquissa un sourire sincère, empreint de chaleur et peut-être d'espoir. Je vous le promets, dit-il, plus jamais. Personne ne vous manquera de respect. Personne ne vous fera jamais vous sentir petit ou sans valeur. Et personne, absolument personne, ne te touchera jamais, tant que je serai en vie. C'est une promesse dangereuse, remarqua Margaret. Je suis un homme dangereux, répondit William. Mais pour toi, vends-moi ce que tu voudras.
alors que le SUV s'arrêtait devant elle. Une des propriétés sécurisées de William, une belle maison en grès brun dans un quartier tranquille. Margaret regarda l'homme. À côté d'elle. Il se trompait sur un point. C'était un homme bon, prisonnier d'une vie misérable. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle le lui rappeler. William, dit-elle en descendant de la voiture. Oui, merci de me respecter suffisamment pour me dire la vérité. William l'aida à monter les marches, sa main posée doucement sur son coude. Merci de me faire confiance. Malgré le fait que vous le sachiez. À l'intérieur, la maison, en grès brun, était chaleureuse et meublée avec une élégance discrète. William conduisit Margaret dans une chambre qui semblait tout droit sortie d'un hôtel de luxe. Repose-toi, dit-il. Demain, nous verrons le reste. Détails de sécurité, routine, tout ce qui vous rassure. C'est votre maison désormais. Aussi longtemps que vous le souhaitez. William, appela Margaret alors qu'il se retournait pour partir. Oui. Ta grand-mère serait fière de toi. Pas forcément pour ce que vous faites, peut-être, mais pour qui vous êtes au fond de vous. William resta immobile un long moment. Lorsqu'il parlait, sa voix était chargée d'émotion. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis des années. Après son départ, Margaret s'assit sur le bord de l'élégant lit, l'esprit tourmenté. Elle venait d'accepter la protection d'un chef mafieux pour vivre dans son monde, de faire confiance à un homme qui venait d'avouer des crimes qui choqueraient la plupart des gens. Mais elle avait aussi vu sa fureur lorsqu'il l'avait trouvée prisonnière, sa douceur lorsqu'il l'avait libérée, son respect lorsqu'il lui avait dit la vérité au lieu de mensonge. Peut-être était-ce une vieille femme sotte. Tout cela pourrait mal finir. Mais pour la première fois en 7 ans, depuis la mort de son mari, Margaret, elle se sentait vraiment vue, vraiment appréciée, vraiment protégée, et cela valait le risque. Dernière vidéo de cette série à venir. Ne manquez pas la conclusion émouvante. Le soleil de l'après-midi inondait de lumière le bureau de William, un appartement terrasse donnant sur le lac Michigan. Margaret était assise dans un des fauteuils en cuir et travaillait sur son ordinateur portable. Oui, un ordinateur portable. À 73 ans, elle avait décidé qu'il était temps d'acquérir de nouvelles compétences. William avait engagé un tuteur patient, et Margaret avait découvert qu'elle appréciait beaucoup la technologie. Elle suivait actuellement des cours en ligne, notamment en gestion d'entreprise. Vous savez, dit William depuis son bureau, quand je vous ai proposé ce poste de chargé de liaison avec la communauté, je pensais que vous le refuseriez. Margaret leva les yeux en souriant. Pourquoi refuserais-je l'occasion de m'assurer que vos entreprises légitimes aident réellement les communautés locales? Au cours du mois qui a suivi cette nuit terrifiante dans elle, entrepôt, la vie de Margaret s'est transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle vivait dans l'immeuble en grès brun, protégée, mais libre. Elle avait cessé de faire le ménage. Non pas parce que William le lui interdisait, mais parce qu'il lui avait offert. Mieux, un poste qui mettait réellement à profit son intelligence et sa profonde compréhension des besoins des communautés ouvrières. Elle supervisait désormais les fondations caritatives de William, ses investissements communautaires, ses efforts pour, selon ses propres termes, faire quelque chose de bien avec tout cet argent. Ce n'était pas vraiment une rédemption. William était toujours le même, il continuait à faire ce qu'il faisait. Mais Margaret était devenue sa conscience, son lien avec les personnes qu'il avait été, avec les valeurs que sa grand-mère lui avait inculquées. Le centre communautaire d'Anglewood est presque terminé, a rapporté Margaret. Formation professionnelle, garde d'enfants, service de santé. Tout au même endroit, comme nous l'avions évoqué. Exactement comme vous l'aviez demandé. Corrigea William avec amusement. Des détails, a dit Margaret. On a frappé à la porte. Marco entra, suivi d'une jeune femme, une nouvelle employée dans l'un des restaurants de William. Patron, Marco a dit, nous avons un problème. Megan dit que ma responsable vole dans la caisse, la jeune femme
Megan interrompit nerveusement. Eh! Il dit que si je le signale, je serai licencié. Il prétend avoir des relations, et personne ne me croira plutôt que lui. L'expression de William se durcit. Margaret se leva et s'approcha de la femme effrayée. « Viens t'asseoir, ma chérie, » dit doucement Margaret en la guidant vers une chaise. « Dites-nous tout, et ne vous inquiétez pas. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait en venant ici. » Tandis que Megan expliquait la situation, Margaret observait le visage de William. Elle y voyait la fureur, non pas contre le vol lui-même, mais contre l'abus de pouvoir, contre le fait que quelqu'un fasse en sorte qu'un jeune travailleur se sente impuissant et seul. Quand Megan eut terminé, William se pencha en avant. « Voici ce qui va se passer. Ce responsable sera licencié. Aujourd'hui, l'argent volé sera restitué et vous recevrez une promotion au poste de directeur adjoint avec une augmentation de salaire. » Il fit une pause. « Et Megan, si jamais quelqu'un dans l'une de mes entreprises vous fait vous sentir menacé ou impuissant à nouveau, vous devez vous adresser directement à moi. » Compris. Megan hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci. Je ne savais pas si vous me croiriez. Je crois qu'il faut protéger les gens qui travaillent dur et qui font ce qu'il faut. » a déclaré William avec fermeté. Toujours. Après le départ de Megan, Margaret retourna à sa chaise. « Ta grand-mère serait fière, » dit-elle. Doucement. « Tu n'arrêtes pas de le dire. » remarqua William. « Parce que c'est vrai. » Ils travaillèrent un moment dans un silence confortable. Puis William prit la parole. « Margaret, puis, je te posais une question. Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir accepté ma protection, de vivre dans ce monde ?» Margaret réfléchit attentivement à la question. Sa vie était différente maintenant, plus compliquée, parfois dangereuse, toujours anticonformiste. Elle vivait sous la protection d'un chef du crime organisé. Elle travaillait pour des organisations financées par des entreprises illégales. Elle avait vu des choses, appris des choses qui auraient horrifié la jeune fille qu'elle était. Mais elle avait aussi contribué à l'ouverture de 3 centres communautaires, mis en place des programmes de bourses d'études, créé des initiatives de formation professionnelle, veillé à ce que l'argent qui circulait dans l'empire de William serve au moins à quelque chose de bien, et elle avait trouvé quelque chose d'inattendu, une amie, un lien, quelqu'un qui appréciait son intelligence, son expérience, sa conscience morale. Non, finit par dire Margaret, je ne le regrette pas. Regrettes-tu de m'avoir aidé ce jour-là à la banque? William la regarda avec douceur. C'était la meilleure décision que j'ai prise depuis des années. Même si je te fais donner des milliers à des œuvres caritatives chaque mois, plaisanta Margaret. Même si, confirma William, tu me rends meilleure, Margaret. Tu me rappelles que le pouvoir doit servir à protéger, pas seulement à contrôler. Eh bien, il faut bien que quelqu'un te tienne à carreau, dit Margaret. Aussi honnête qu'un chef mafieux peut l'être, corrigea William. C'est un travail en cours, approuva Margaret avec un sourire. Ce soir-là, alors que Margaret s'apprêtait à quitter le bureau, William l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. C'était une habitude qu'ils avaient prise. Ils ne la laissaient jamais partir seule. On dîne demain? Demanda William. J'envisage d'investir dans un nouveau restaurant italien. J'aimerais avoir ton avis. Mon avis sur la cuisine ou sur elle. Investissement? Demanda Margaret. Les deux, répondit William. Ton palais est plus fin que celui de la plupart des critiques gastronomiques, et ton sens des affaires est plus aiguisé que celui de mes comptables. La flatterie te mènera loin, dit Margaret, puis ajouta plus. Sérieusement, William, merci. Pourquoi? De m'avoir vu, dit simplement Margaret. Pas juste une vieille dame, pas juste une victime, pas juste un projet, de m'avoir vu. La voix de William était douce. Comment aurais-je pu faire autrement? Tu es l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Tandis que les portes de l'ascenseur se fermaient, Margaret réfléchit. Le chemin étrange qu'avait pris sa vie
Ce matin-là, 6 mois plus tôt, elle voulait simplement déposer son argent des impôts fonciers. Elle avait fini par bouleverser la vie de l'un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de Chicago, et lui avait rendu l'appareil. Le lendemain matin, le téléphone de Margaret sonna. Tôt. C'était William. Allume les infos, dit-il sans préambule. À chaîne 7. Margaret chercha sa télécommande à tâtons. Les images montraient Brandon Mitchell, le guichetier qui l'avait humilié, emmené, menotté, arrêté pour détournement de fonds et fraude. Le journaliste expliquait que Mitchell aurait ciblé des clients âgés, les intimidant pour qu'ils retirent d'importantes sommes d'argent liquide, qu'ils volaient ensuite et remplaçaient par de faux papiers. Margaret porta la main à sa bouche. « William, c'est toi. »« Je n'ai rien à voir avec son arrestation, » répondit William, et elle perçut la satisfaction dans sa voix. Le FBI enquêtait sur lui depuis des mois. Je me suis simplement assuré qu'il sache qu'il fallait examiner plus attentivement ses interactions avec les clients âgés. Who pouvait le faire? Appelle le FBI. Je te l'ai dit. Margaret, j'ai des contacts partout, et je les utilise pour protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Après avoir raccroché, Margaret, assise dans le confortable salon de sa maison de ville, songeait à la justice, au pouvoir, au étrange tournant que la vie pouvait prendre. Elle avait 73 ans. Elle vivait sous la protection d'un chef mafieux. Elle œuvrait à détourner l'argent illégal vers des causes légales. Elle avait trouvé un sens à sa vie, l'amitié et le respect là où elle s'y attendait le moins. Sa vie était insensée selon les normes conventionnelles. Mais pour la première fois en 7 ans, depuis la mort de son mari, Margaret était vraiment heureuse. Et c'était tout ce qui comptait, décida-t-elle. Fin.